La parole est à Monsieur Riemann. Mais, collègue, vous êtes comme un petit peu hypocrite, hein. Et je vous dirai pourquoi. On parle de la réalité républicaine dans nos territoires de l'outre-mer. Non, je vais vous répondre. Je vous écoute avec grande attention, collègue Gillet. Mais en Guyane, vous parlez de l'égalité, l'accès à l'école, l'accès au droit. Mais je parle de mon territoire. Là où l'État ne veut pas investir. Vu qu'il n'y a pas de route sur mon territoire, j'ai des enfants pour aller à l'école. Ils se lèvent à 4 h du matin, font 1 heure de pirogue, voire 2 heures pour arriver à l'école et ils font une moitié de journée. Attends. Je m'impose parce que pirogue, on n'a pas de route. Oui, il veut dire quoi par on n'a pas de route? Parce qu'on a des routes. On a des trous au niveau des routes. C'est pas toutes les routes. Hein. Il y a les grandes routes et tout. Cayenne, Macoria, Kourou. Pour ceux qui connaissent, c'est plutôt bien entretenu, je trouve. Après, quand tu vas dans certains endroits, certains sentiers, enfin, limite, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, mais tu vas pas me dire qu'on n'a pas de route. Dans les cités, il y en a. C'est surtout qu'il y a des trous. On parle plutôt de problématiques concernant ce qu'on utilise, peut-être le goudron ou autre. Ça crée une forme d'érosion parce qu'il y a le climat tropical, donc c'est peut-être pas adapté. Oui, tu me diras ça, je peux t'entendre. Je peux l'entendre. Mais de dire qu'on n'a pas de route et de parler de pirogue, à la rigueur, ça, c'est le haut marronnier. T'as des gens sur Cayenne, Mana, Kourou, Saint-Laurent, la pirogue, ils ont jamais vu. Tu peux venir jusqu'à 10-15 ans. Si tes parents sont plutôt, on va dire, avec des revenus modestes et ils ont aucun intérêt à aller au Suriname ou à aller au Brésil, la pirogue, tu la vois jamais. Tu la vois jamais. Par contre, quand tu vis au niveau du haut du Maroni, enfin un peu plus bas au niveau du fleuve, tu dois remonter le fleuve pour aller à l'école, ça oui. Ça oui, on n'est pas beaucoup, il me semble bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui habitent dans ces eaux-là. Ça sera plutôt Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, Macoria qui commence à gonfler de plus en plus, Soula, enfin voilà quoi. Pour ceux qui connaissent pas et pour vous faire un petit topo de la situation. Donc, mais non. Petite vidéo aujourd'hui sur Davy Riemann, qui est un député issu de la Guyane, issu des divers gauches, qui à un moment donné a réagi par rapport à la fameuse situation qu'il y avait eu avec Youssoupha Estelle, hein, qui est aussi député de Mayotte, hein, pour faire simple, et qui en fin de compte a réagi par rapport à la fameuse discussion sur le cas et la situation de Mayotte, et qui a fait aussi un parallèle avec ce que un député du RN a énoncé, et ce que lui a déjà constaté et rencontré dans la situation guyanaise. Et bien sûr, comme je vais l'évoquer dans la vidéo, je vais donner mon point de vue sur le sujet, c'est-à-dire sur certains aspects, je suis d'accord, mais sur d'autres, je ne suis pas trop d'accord. Après, ça dépend des expériences, de son expérience personnelle et de la mienne. Donc voilà. Et on va voir tout cela ensemble. C'est parti. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. Monsieur le ministre, vous avez qualifié mes propos d'excessifs dans la démonstration de ce que j'ai pu évoquer. Je ne fais que rappeler des faits historiques. Et dans mon argumentaire, contrairement à ce que vous dites, je n'ai pas remis en cause le choix des Mahorais que je respecte au plus haut point. Ce que j'ai remis en cause, c'est la politique de l'État sur ce territoire-là depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. D'accord? Lorsque je dis que depuis le 19e siècle, que Mayotte est un territoire français à part entière, j'ai rappelé en quelle année les Mahorais sont devenus des citoyens à part entière. 1946, monsieur le ministre. Donc presque un siècle après que ce territoire soit français. Avant, c'était des indigènes. Donc quand aujourd'hui vous voulez donner des leçons en la matière, je vous dis juste, rappelez-vous de l'histoire. Et ce n'est pas excessif de dire que ça fait un moment que ce territoire-là est français, et pour autant, j'y reviens il y a à peine quelques jours, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc le jour où l'État fera ce qu'il faut à Mayotte, dans les bonnes conditions, on pourra en parler. Le fait de vouloir mettre sur le dos de la nation de Mayotte que c'est un problème au niveau que des migrants, c'est une tromperie éhontée. Alors, de grâce, s'il vous plaît, monsieur le ministre, lorsqu'on parle de sujets sérieux comme cela, faut pas pervertir mes propos, ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord? Parce que je respecte les vôtres, il faut respecter les miens. En ce qui concerne Mayotte aujourd'hui, les Mahorais en ont marre. Pourquoi ils en ont marre? C'est bien parce qu'on a laissé une dérive s'installer sur le territoire de Mayotte. Si l'État avait fait ce travail régalien depuis le départ, on n'en serait pas là. Maintenant, il y a un flux énorme qui est là, il faut le réguler. Il faut le réguler. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai parlé avec le préfet qui en passe aujourd'hui, il est même d'accord sur cette idée-là. Sauf que il faut aller aux causes de cette réalité mahoraise qui est dans l'archipel des Comores. Et pour finir, monsieur le ministre, de grâce, on ne peut pas gérer une situation de la sorte sous forme de dire que les gens viennent par rapport à la natalité. C'est pas vrai.
La Guyane a le même phénomène. Les gens ne viennent pas juste pour la natalité, les gens viennent pour vivre, pour boire et manger, et rien d'autre. Je vous remercie, monsieur le ministre. Alors, je suis d'accord sur l'ensemble du discours, en somme, hein, qu'il a tenu. Donc, à part peut-être la fin, les gens viennent effectivement pour la natalité. Tu vas pas me dire que ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne font pas des enfants avant. La plupart du temps, ils font des enfants lorsqu'ils sont sur le sol. Donc, c'est quand même assez particulier. Et ça, c'est quelque chose que on a tous constaté. Quand tu es en Guyane, tu connais, tu sais. Ce sont des sujets de conversation constants qui reviennent constamment, que ça soit sur la place des Palmistes, pour ceux qui le savent. Le pire, c'est qu'on s'en plaint. On s'en plaignait. Bon, peut-être pas trop moi, j'avoue, j'étais pas trop sur ça. Moi, je montais des PC, c'était plus mon délire. Mais ils s'en plaignaient. Ils s'en plaignent même encore aujourd'hui. C'est ouais, les gens ils viennent ici, ils font des gosses, et ouais, ils profitent, nanana. Depuis l'époque, depuis que j'étais tout petit, c'était les sujets de conversation préférés des voisines, des voisins. C'est que ça, même les étrangers qui en fin de compte pour certains, ont fini par s'intégrer et tout, se plaignaient de ça. C'est pour te dire à quel point c'est hard. Ils viennent, ils pondent des œufs, ils pondent des enfants à foison et après profitent du système. Donc, c'est faux, ils viennent pour la natalité. Ce qu'il dit là est faux. Mais après, pour ce qu'il a évoqué par la suite, manger, tout ça, oui, bien sûr, c'est un tout. Tu peux pas écarter ça de l'équation. Ça en fait partie, intégralement. S'il n'y avait pas des privilèges accordés aux étrangers, tu penses qu'ils viendraient? Et feraient des gosses en plus de ça? Un gosse, c'est de l'argent. C'est même pas une charge pour eux, c'est de l'argent. Puisque c'est limite comme si l'État te remerciait d'avoir fait un gosse. Donc... sous couvert de oui, on est humain, la France est humain, donc tu as fait un enfant, on te donne de l'argent. Bien sûr, on te responsabilise pas, on t'infantilise. Mais bon, on poursuit. C'est parti. La parole est à monsieur Riemann. Mais, collègue, vous êtes quand même un petit peu hypocrite, hein. Et je vous dirai pourquoi. On parle de la réalité républicaine dans nos territoires de l'outre-mer. Non, je vais vous répondre. Je vous écoute avec grande attention, collègue Gilet. Mais en Guyane, vous parlez de l'égalité, l'accès à l'école, l'accès au droit. Mais je parle de mon territoire. Là où l'État ne veut pas investir. Vu qu'il n'y a pas de route sur mon territoire, j'ai des enfants pour aller à l'école. Ils se lèvent à 4 h du matin, font 1 heure de pirogue, voire 2 heures, pour arriver à l'école et ils font une moitié de journée et après ils doivent rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que l'État refuse de faire des routes. Ça fait 500 ans que la Guyane est française. De quoi? Alors... Quand il parle des enfants, je sais pas si ce sont ses enfants qu'il évoque ou des enfants qu'il connaît, peut-être des enfants de la ville ou du village dont il est issu, mais ce n'est pas partout, hein, l'histoire de pirogue. J'avais vu un film et tout, je crois, c'était un truc d'école, enfin oui, un truc d'école, je me rappelle plus, je sais pas si c'était du Cobu ou autre, mais à un moment donné, tu sais, il avait utilisé cette fameuse blague du ouais, si tu continues, je vais t'envoyer en Guyane, et après on voit les enfants qui sont sur une pirogue et tout aller à l'école. Je suis désolé, ça c'est plus vers le haut du Maroni, ok? C'est plus là-bas. C'est quand t'es à Cayenne, quand t'es à Kourou, quand t'es à Saint-Georges, quand t'es à Saint-Laurent du Maroni, quand t'es à Regina, quand t'es à Cacao, c'est à un moment donné, tu dois emmener ton enfant à l'école, tu prends pas de pirogue. Pas que je sache en tout cas. Après, peut-être que je me trompe sur un ou deux. Tu prends pas de pirogue. Quand t'habites à Cayenne, tu prends pas de pirogue, mon gars. Moi, je marchais. Tu vois, je marchais. Quand j'étais à l'école élémentaire, je marchais pour rentrer chez moi. C'est parce que ma grand-mère prenait trop de temps pour venir me chercher. Elle est comptable, hein, la dame. Elle travaille dans un magasin. Tu vois, normal. Tu vois, ils vendent du mobilier, ce genre de choses. Donc voilà, elle venait me chercher avec un véhicule, je précise. Et du coup, il n'y avait pas de pirogue. La pirogue, je l'ai connue bien plus tard, quand il fallait que j'aille à Saint-Laurent-du-Maroni pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire au Suriname. Et par la suite, ça s'est venu encore longtemps après, où je suis allé au Brésil, puisque de base, je suis une famille issue de Regina. Regina à proximité de Saint-Georges. Et Saint-Georges, tu as le fleuve que tu traverses et tu te retrouves au Brésil. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Tu prends la pirogue et tu traverses. Et encore, maintenant, il y a un pont. Tu vois, j'ai un cousin qui, lui, il traverse et tout parce qu'il construit des bateaux au Brésil. Et après, il revient. Et en plus de ça, c'est un chasseur. Donc, il connaît du monde à côté, de l'autre côté et sur la Guyane. Donc, la pirogue, c'est pas quelque chose que tu vois tant que ça. C'est vraiment certaines personnes, dans certains endroits spécifiques, c'est compliqué, oui. Donc, ok, mais pas vraiment. Ça renvoie à cette idée que la Guyane, c'est ultra précaire. C'est, oh ouais, pirogue partout. Non, arrête. Et pour ce qui est des routes, tu m'envoies désolé. Hein. Ça serait quand même
bizarre, parce que en Guyane, tu sais, c'est un peu l'endroit du m'as-tu vu. C'est l'endroit où les gens se moquent des autres constamment. En gros, si t'as pas les épaules, si t'as pas ce qu'il faut, tu vas vivre le harcèlement à foison. Donc c'est quelque chose qui te forge d'une certaine manière, mais en même temps, ça peut être compliqué si tu n'as pas les épaules, comme je l'ai dit. Et c'est aussi le côté du m'as-tu vu. M'as-tu vu, c'est-à-dire que les gens sont capables de ne pas payer leur loyer, d'acheter une grosse bagnole, BMW, Mercedes, ce genre de choses, pour pouvoir rouler sur la route et montrer à tout le monde que j'ai un gros véhicule. Donc, du coup, quand tu vois ce genre de choses-là, je suis désolé. Mais à un moment donné, tu te dis, c'est vrai que le gars, il pourra pas pousser sa voiture, quand bien même, il y a pas mal de personnes qui le font. Il y a même des courses. Il y a même des courses qui se font vers minuit, 1h du matin. Je me suis déjà rendu à ce genre de choses. J'ai regardé. Franchement, c'est chaud, hein. Donc, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de route. Il y a la seule grosse problématique que je peux constater, il y a des routes. Les routes, elles s'érodent assez rapidement, c'est dû au climat tropical et ce genre de choses. Donc, ce qu'on utilise n'est pas forcément adapté à la Guyane, ce qui peut être adapté en France. Donc, c'est aussi cette problématique que l'on rencontre. Et tu as que parfois 2 routes, hein, tu sais, aller, retour. Et du coup, comme la population grandit de plus en plus, donc il y a des embouteillages monstres. Donc voilà, t'as le matin, les personnes, ils partent de Kourou pour aller à Cayenne, c'est compliqué. Ils partent de Cayenne pour aller à Kourou, c'est compliqué. Ça fait 60 km. Quelque chose que tu prends, 40-45 minutes pour y aller, tu te retrouves à prendre 2 heures ou 3 heures parce que t'es bloqué dans les embouteillages. Donc ça, oui, c'est une réalité. Ça serait quand même pas mal de faire plus de voies, de façons de voies à emprunter pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Donc oui, ça, à la rigueur, oui. Mais parler comme s'il n'y avait pas de route, non. Non. J'ai un pote qui a une BMW, il aurait pris une BMW, pourquoi? Arrête tes bêtises. Une X1, rien de particulier, tu vois. Bon, après, peut-être pour certains, oui. Allez, on poursuit. De quoi vous me parlez? Là où vous êtes dangereux, vous mettez sur le dos du non-développement, non-investissement, non-aménagement, sur le dos des étrangers, des immigrés. Alors que c'est faux. Le manque de place dans les écoles, je suis désolé. Chaque année, l'INSEE donne les chiffres et on voit l'évolution de la population. C'est à l'État d'anticiper dans la politique publique et de construire les éléments qu'il faut pour ça. Alors vos histoires que les Mahorais et les Guyanais n'ont pas accès à l'école par rapport à l'immigration, c'est faux et nous, nous en avions ce qui nous concerne. Merci. Alors, pour moi, ce n'est pas faux. Et d'ailleurs, on va regarder un petit, enfin, peut-être pas un petit reportage, mais le journal. Ça s'est passé en 2022 et dis-toi qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Mais bon, tu sais, notre fameuse mairesse, à un moment donné, Sandra Trochimara, qui avait fait une grève de la faim par rapport à la problématique migratoire. Donc, comme quoi, ce n'est pas un problème. Et je pourrais aussi vous expliquer le problème que ça c'est justement en classe, puisque j'ai des connaissances qui sont devenues profs aujourd'hui, qui ont rencontré cette problématique, qui m'en ont parlé, et j'ai trouvé ça drôle, puisque je me suis dit, c'est bizarre, parce que on n'en parle pas, ce n'est pas spécialement évoqué comme si ce n'était pas un problème, et pourtant, même moi à l'époque, c'est quelque chose que je constatais. Mais bon, on poursuit. Nouvelle journée sur les trottoirs pour cette mère de famille, arrivée par le Brésil avec une trentaine d'autres personnes. J'ai passé 3 jours ici et je ne sais pas où aller, alors j'ai un cousin ici qui m'aide. Hier soir, la tension monte entre les migrants, les riverains, les élus. La jeune femme fait un malaise. Nous sommes arrivés ici pour fuir la situation dans mon pays, la Syrie. Mais ici, la situation est pire. Parmi les élus, Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, qui dénonce l'attitude des migrants. La maire pointe le manque de solutions et de places proposées par l'État pour l'accueil des demandeurs d'asile. Elle est soutenue par de nombreux élus. Pour provoquer une réaction, ce matin, Sandra Trochimara a entamé une grève de la faim. Tout doit être mis en œuvre pour répondre aux devoirs et donc ne pas faire en sorte que des êtres humains soient jetés, je dis bien jetés, sur la voie publique. Je suis responsable en tant que maire de l'ordre public et ces situations entraînent un désordre. L'immigration est une responsabilité de l'État. Nous avons demandé à ce que justement le nombre de places d'hébergement d'urgence soit augmenté. Les migrants, ils arrivent bien de côté par l'Est ou par l'Ouest. Il faut déjà, dès leur arrivée, que les dispositifs soient mis en place. Le préfet, quant à lui, se dit surpris par la réaction de la maire de Cayenne. La prise en compte des nouveaux migrants aurait été planifiée par ses services. Ces 12 personnes sont prises en compte.
Pour autant, Madame la maire a demandé le concours de la force publique auprès de l'État, auprès de la préfecture, qui sera accordé mercredi prochain, dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été validée par le tribunal administratif. Pour la CIMAD, la Guyane cumule plusieurs problématiques. Le territoire est le seul département de France à ne pas disposer d'un vrai schéma d'accueil des demandeurs d'asile et donc d'un centre d'accueil. La problématique de l'hébergement, elle est liée principalement, c'est une mission qui relève de l'État. On est entièrement d'accord là-dessus. Après, il n'empêche en rien que les collectivités locales peuvent se saisir et travailler de concert, je dirais, avec l'État. On constate que depuis quelque temps, ça semble être difficile. En réaction, les élus ont organisé une marche demain matin. Une lettre sera remise au préfet. Un appel à l'aide au président de la République. Maintenant, on est en 2025. Pose-toi la question, comment les choses ont évolué maintenant? Ou plutôt se sont dégradées, puisque je fais la faute à chaque fois, je parle d'évolution, comme si la courbe était montée. Et du coup, maintenant que l'on peut voir justement qu'on a un petit problème, un phénomène migratoire qui a pris de plus en plus de proportions. Il y a des endroits où j'allais quand j'étais petit avec ma grand-mère, avec mon petit vélo, tu vois, les petits trucs avec 4 roues et après 2 roues. Tu peux plus y aller aujourd'hui puisque tu as des tentes partout. Donc voilà, et je parle même pas de l'ultra-violence, mais ça on va passer court. On va aller justement sur la partie école, éducatif, pour terminer. Pour faire simple, bien sûr j'ai des contacts, comme je l'ai dit, justement, des contacts qui sont profs, des personnes avec qui j'ai fait l'école, j'ai fait classe, ou j'ai connu de part et d'autre en Guyane, qui sont devenus profs aujourd'hui, et qui m'ont expliqué quelles problématiques ils rencontraient, qui étaient quand même lourds et compliqués à gérer. Ce sont les enfants issus de pays étrangers. Donc ça peut être des Brésiliens, ça peut être des Surinamiens, ça peut être des Haïtiens. Et c'est pas pour rejeter la faute sur eux, pour dire que ouais, ils sont le problème. Non, non, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui fait qu'ils viennent en Guyane, qui est la France, concrètement. Et forcément, il faut envoyer les enfants à l'école. Ils ne viennent pas juste pour que leurs enfants puissent rester là et qu'ils puissent profiter. Et encore, ils envoient leurs enfants à l'école. Bien sûr, l'école les accepte. Donc du coup, on a une masse, un afflux, une masse de jeunes enfants qui débarquent, qui n'ont pas forcément le niveau dans la classe où ils se trouvent. Donc ils se retrouvent dans une situation problématique, puisque n'étant pas au niveau, comment font-ils justement pour pouvoir, je dirais, évoluer dans le milieu éducatif ? D'autant plus que dans leur famille, ils ne sont pas forcément bien lotis, puisqu'ils n'ont pas forcément de toit, ils n'ont pas forcément accès à l'eau courante, à l'électricité. Donc du coup, ce sont des profs que je connais qui se retrouvent confrontés à des élèves qui n'ont pas de quoi étudier, qui n'ont pas de quoi, qui n'ont pas le bagage qu'il faut pour pouvoir comprendre ce qu'on leur dit, parce que bon, certains ayant des difficultés avec la langue, ça devient compliqué, hein, tu sais. Pour ce qui est des mathématiques, à la rigueur, ça pourrait passer. Mais si on te l'enseigne en français, comment fais-tu? Comment fais-tu? À un moment donné, ça devient compliqué. Et du coup, parler du fait que ce n'est pas un problème, je suis désolé, c'est un problème. Si à un moment donné, il n'y avait pas ce phénomène migratoire, et je ne dis pas que la Guyane n'est pas précaire, hein. Oui, effectivement, c'est compliqué. Mais on va pas se mentir, que ça soit moi ou d'autres voisins, on a eu la possibilité de s'en sortir, hein. Pour ceux qui ne s'en sont pas sortis, c'est littéralement parce qu'ils ont à peu près le même schéma que la racaille d'ici, c'est qu'ils partent du principe que l'école n'est pas fait pour eux. Donc en fait, ils ne veulent pas se casser la tête pour pouvoir en apprendre plus et essayer de se démerder pour s'en sortir. Non, pour eux, l'école n'est pas fait pour eux. Mais pour ceux qui y sont, tu en as certains parmi les étrangers qui y arrivent, ça c'est un fait, certains, comme tu en as quand même pas mal qui n'y arrivent pas. Et qui n'y arrivent pas. Et pourquoi? Se retrouvant confronté à des difficultés, ce qu'on appelle plus ou moins la barrière du langage, que peux-tu faire? Que peux-tu faire? Tu as de la bonne foi parfois du côté de la prof, et tu as de la bonne foi parfois vis-à-vis de l'étranger. Mais c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. À un moment donné, ça devient juste une opportunité beaucoup plus... Encore, c'est même pas une opportunité, mais une voie beaucoup plus intéressante pour lui, l'abandon. Donc, qu'est-ce qu'il finit par choisir? L'abandon. Donc voilà, il y en a très peu qui s'en sortent et qui réussissent. Et du coup, on peut le constater. Certains qui sont en métropole, qui de temps en temps retournent en Guyane pour voir ceux avec qui ils ont grandi, et juste constater que, en fait, ils se sont juste dégradés avec le temps. Donc oui, on manque de moyens, ça c'est un fait. Les établissements, tout ça, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, admettons, tu aurais 3 ou 4 établissements qui seraient construits.
il y aurait beaucoup plus de personnes venant de l'extérieur qui iraient dans ces établissements, ça se trouve, autant que, bon, il y a des Guyanais, tu me diras, ou des Français, tout simplement. Mais à un moment donné, tu serais obligé de scinder certaines classes, scinder certains établissements carrément. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au niveau, qui forcément auraient besoin de beaucoup plus d'aide pour pouvoir être dans la bonne situation et poursuivre un cursus normal. Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que là, aujourd'hui, je ne dirais pas que la Guyane n'a pas besoin. Oui, elle a besoin. Mais déjà, avec ce qu'elle a, elle aurait pu s'en sortir. Mais la population, elle augmente. Et elle augmente pas parce que les gens, ils font des gosses. Donc oui, tu me diras, oui, on est beaucoup. C'est vrai que quand même, on est beaucoup à faire des gosses. Mais on va pas se mentir, la plupart des gosses, ils viennent de l'extérieur. Enfin, excusez-moi. Les parents viennent de l'extérieur et ceux qui font des gosses, c'est souvent quand ils se retrouvent à l'intérieur qu'ils en font. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Un beau mélange. Une belle galère. Et du coup, je suis approximativement pas d'accord et en même temps à peu près. Tu vois, il y a du vrai, mais il y a du faux. Donc, faut quand même être assez cohérent. L'immigration, c'est un problème pour la Guyane aussi. Beaucoup de Guyanais s'en plaignent. Ils s'en plaignent, excusez-moi, et beaucoup de Guyanaises aussi, c'est surtout ça, s'en plaignent. Donc voilà, même parmi les étrangers, certains s'en plaignent. Quand je parle des étrangers, je parle de ceux qui, enfin étrangers, même pas, mais de migrants tout simplement, parce que ceux-là ont leur titre de séjour et bossent, hein. Ils bossent et tout, tout comme en France, on a une partie et tout qui sont plutôt bien intégrés, qui bossent, qui ont réussi à faire les choses de façon légale, et qui s'en plaignent. Et c'est un fait. C'est juste délirant quand tu le constates, mais c'est un fait. Donc voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.